On avait demandé à Jean-Baptiste, qui est un complice, qui est le coordinateur du collectif d'associations citoyennes, de pouvoir être un grand témoin de la journée, à la fois parce qu'il est compagnon de route du collectif 21 depuis un certain moment, et qu'on a pu constater qu'on avait des préoccupations qui se rejoignaient, mais aussi à la fois parce qu'il est à la manœuvre du collectif d'associations citoyennes depuis un certain temps aussi en France, et que les problématiques qu'on pose, vous les avez réfléchies aussi, et donc vous avez était venu avec un bouquin notamment auquel tu as participé. Vous avez aussi émis des pistes et des scénarios qui pouvaient nous orienter pour la suite, et donc on trouvait intéressant que tu puisses, au départ de tout ce qui s'est dit ce matin, des conflictualités constructives, des scénarios noirs, mais aussi parfois des scénarios un peu plus ouverts, tu pouvais nous permettre d'un peu, faire la synthèse de la journée, c'est-à-dire pas la fermer, mais en tout cas qu'on puisse repartir avec des éléments dans notre besace qui permettront demain, avec nos équipes, avec nos publics, avec l'administration, le monde politique, converser, commercer pour qu'on ait plus d'associatifs demain, un associatif plus combatif, me semble-t-il, d'après ce qu'on a dit, et plus consistant dans sa composante démocratique. Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Et effectivement, le but, c'est que l'intervention soit davantage une ouverture qu'une clôture. Je ne sais pas combien de temps on se donne pour que je ne sois pas trop long sur certains points. D'accord. Je vais commencer. Alors, ce que je vais dire, c'est merci. Je vais expliquer pourquoi je dis merci. Je vais dire deux mots quand même de ce qu'est le CAC, pour voir un peu les histoires parallèles qu'on a. J'avais un mini rapport d'étonnement. Je me suis dit, bon, tiens, je suis grand témoin, donc je peux faire un rapport d'étonnement. Ça va être un mini rapport d'étonnement. J'ai noté quelques trucs, voilà. Et puis, un peu à l'instar de ce que Mathieu a fait, je voudrais finir sur des pistes de travail qui vont peut-être, qui ont vocation à nous aider à réfléchir sur les suites. Voilà. Alors, les différents merci. Alors bon, sur les échanges que j'ai trouvés extrêmement riches sur la journée, le film est formidable. Et il faudra très vite qu'on parle de comment est-ce qu'on peut le diffuser et le porter en France. Alors, merci aussi pour la journée, parce que en fait, c'est une sensation étrange mais agréable d'être à la fois dépaysé et en terrain très connu. Voilà. Et c'était un peu la sensation que j'avais pendant toute la journée, parce qu'on a des histoires parallèles, mais c'est surtout une histoire commune. Et donc, pour commencer un petit peu sur les invitations et la perspective, je voulais, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire, et donc la réciprocité, vous renvoyer la balle et vous dire et vous inviter à être à votre tour dépaysés, mais en terrain connu, sur un rendez-vous qu'on organise et où on vous invite le 4 et 6 juillet à Lille. On refait une université d'été au CAC, c'est pas arrivé depuis 2019 et Marseille. Et cette année, on l'a fait à Lille précisément parce qu'on voudrait que vous veniez et qu'on puisse échanger ensemble sur ce temps dont on va parler. Autre merci. Oui, alors bon. J'ai mis, ça aide à se sentir moins seul, parce que même le paradoxe, c'est qu'on est un collectif, mais des fois on se sent seul quand même. C'est-à-dire que tu parlais de reprendre l'offensive, c'est parfois quand même un peu l'impression générale qu'on peut recevoir. Je cherche mon téléphone. Ah. Dans lequel j'ai mon billet de train pareil. Tu veux que je t'appelle ? Non, continue. J'observe la scène. Déjà, pas trop perturbé. Oui, alors. Un autre remerciement, c'est aussi, alors je ne sais pas dans quelle mesure tu l'as senti aussi, Julien, mais de nous permettre de souffler, nous Français, dans le cadre de cette élection présidentielle. Voilà, en fait, c'est pas simple, je trouve, le contexte dans lequel on évolue, et donc incidemment, pour certains, de préparer notre exil politique. J'ai repéré où était le consulat et tout ça. On en parlera. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué ? J'arrive plus à me relire. J'arrive pas à me relire. Un autre remerciement, c'est pour les pistes. C'est-à-dire qu'en fait, la journée elle a été riche aussi, parce que je vais expliquer ça plus en détail tout à l'heure. Mais on essaye évidemment de ne pas céder à l'accablement et au défaitisme, et donc de baliser donc les pistes de la suite. Et
Je suis venu avec quelques-unes et en fait je ressors avec encore davantage et donc je vais voir un peu comment, je vais essayer de dire comment tout ça se rencontre. Avant ça, je voulais peut-être dire 2 mots quand même de cette histoire parallèle, le CAC Collectif 21. C'est grâce à Luc Carton qu'on a découvert le Collectif 21. Et ça nous a passionnés de voir comment est-ce que nos chemins se construisaient comme ça. En fait, le collectif des associations citoyennes s'est créé en 2010 au moment où il y a eu la circulaire Fillon. C'était le Premier ministre de l'époque, avant qu'il ait démêlé avec la justice. Et en fait, cette circulaire Fillon prenait finalement prétexte de l'adaptation du droit communautaire en droit français pour aller plus loin que le droit européen et de fait assimiler les associations à des entreprises. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, on l'a vécu avant vous, mais alors de manière un petit peu moins violente quand même. C'était pas dans la loi, c'était une circulaire. Et en fait, c'est ça qui a créé un espèce de sursaut citoyen qui s'est formalisé en collectif des associations citoyennes. Enfin, quand je dis d'ailleurs formalisé, au départ, le collectif était informel. On a déposé des statuts que 3-4 ans après, en 2014, je crois. Et donc, cette histoire-là, cette histoire que vous vivez, vous, un petit peu en décalé, 2021-2021, nous, on l'a vécu avant, et quand je dis qu'on se sent moins seul, c'est quand même, c'est vraiment tangible. La manière dont on y a répondu, c'est sur une riposte juridique, je m'étends pas trop, mais on a déposé un recours auprès du Conseil d'État qui a été débouté, mais surtout en construisant quelque chose sur le long cours. Et en investissant donc du coup cette lutte contre la marchandisation de l'action associative et en trouvant là un ferment, un creuset fédérateur pour rassembler des militants associatifs de différents domaines, donc de la solidarité internationale, de la culture, de l'écologie, du social, de l'éducation populaire, etc., etc. Et cette circulaire Fillon était vraiment le fer de lance en fait de ce processus de marchandisation qui était déjà perceptible évidemment assez largement, mais qui allait plus loin. Et donc là, s'est cristallisé une résistance, et une résistance qui s'est exprimée. Alors, on a tout de suite voulu essayer de bien marcher sur nos 2 jambes, c'est-à-dire d'avoir une analyse lucide de la situation, et en même temps de bien indiquer la manière dont on combattait la situation en construisant des alternatives à cette situation. Et donc, dans les alternatives qu'on a investies, il y avait notamment la question de la relation entre pouvoir public et monde associatif, et donc de la co-construction. Le mot a été prononcé ce matin. Et donc, d'investir un peu cette question pour voir dans quelle mesure est-ce que la co-construction pouvait ne pas être un vain mot, et quelles étaient les conditions à réunir pour qu'on prenne cette aspiration à la démocratie, qui se traduit par la co-construction, très très au sérieux. On a également bifurqué au mi-temps des années 2010 autour de la question de l'urgence des bifurcations. On a d'abord appelé ça transition, puis maintenant on a tendance à appeler ça bifurcation ou rupture écologique et solidaire. C'était le moment de la COP21 en France. Et puis, on a malheureusement, sur la deuxième partie des années 2010, dû basculer sur un 4e pilier qui a construit le collectif, qui est donc, Julien en a très bien parlé, la lutte contre les entraves, la répression à l'action associative. Voilà. Le tout dans un travail permanent d'analyse de l'évolution du monde associatif, mais d'analyse sur le modèle d'un OPNI, un objet politique non identifié, c'est-à-dire un think tank de l'éducation populaire, c'est-à-dire un espace de travail qui permet aux acteurs associatifs d'élucider ce qui se passe, mais qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas un think tank avec un cénacle d'experts qui, du haut de leur savoir, viennent verticalement, de manière descendante, expliquer l'évolution du monde associatif. C'est vraiment trouver les moyens de le comprendre collectivement. Alors, dans un dialogue avec les chercheurs aussi, évidemment. D'ailleurs, Julien Talpin en est un éminent représentant, mais vraiment en faisant le pari qu'on était assez grand pour comprendre aussi ce qui nous arrivait. Et pour se défendre, du coup, pour comprendre et pour contrer. Donc ça, c'était pour l'histoire du collectif, très rapidement. Donc voilà, chemin faisant, on a produit un certain nombre de choses. On a notamment fait un livre au moment de nos 10 ans. Et puis tu en parlais, Geoffrey, on a fait ce livre collectif qui est Le Monde Associatif Demain, qui reprend un petit peu la trame du scénario du film. C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes parties dans ce livre qui a été écrit à 24 plumes, des acteurs et des universitaires.
La première, c'est le scénario de l'affaiblissement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, en gros, on continue sur cette voie du néolibéralisme autoritaire triomphant? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des libertés associatives? C'est le chapitre que signe Julien dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du fonctionnement interne du monde associatif et du fonctionnement des associations elles-mêmes, c'est-à-dire le managérialisme? Qu'est-ce qui se passe aussi dans l'alliance avec l'administration et les pouvoirs publics? Et comment est-ce que, en fait, les réformes successives de l'administration en France ont des conséquences très directes sur l'affaiblissement du monde associatif? Et comment on ne peut pas défendre l'un sans défendre l'autre. Voilà, donc toute une série de composantes d'un scénario noir. Et à contrario, quels seraient les éléments d'un scénario du renforcement? Et donc, c'est sur ça qu'évidemment, on s'attelle, on travaille. Et voilà, donc j'ai l'impression que là aussi, donc, nos chemins se croisent. Quand j'entends parler d'observateurs des libertés associatives belges, j'ai envie de dire que mon cœur bondit, c'est formidable. Je me disais d'ailleurs, le fait que tu aies fait l'erreur et que tu parles de laboratoire des libertés associatives, c'est intéressant parce qu'un laboratoire peut tout à fait inclure un observatoire, mais peut-être qu'un laboratoire peut permettre aussi de bien montrer ce qui est créé. Ce qui est créé par les libertés associatives, et donc ce qu'apporte, et donc pas simplement être sur la défensive de l'identification des entraves, mais aussi voilà, la plus-value de l'action citoyenne organisée sous forme associative. Voilà, j'ai situé un peu le cas, que j'en arrive à mon mini rapport d'étonnement. Je me suis noté au moins deux choses. La première chose, c'était la sensation que j'avais eue en venant ici aussi le 15 septembre. C'était d'être à la croisée, c'est quoi le nom de l'association? Le Carrefour... ah, d'accord. En tout cas, j'ai l'impression d'être au carrefour de plusieurs mondes, et donc de plusieurs cultures. Et de le sentir géographiquement même. C'est-à-dire que c'est assez passionnant de voir comment est-ce qu'ici, on est comme quand on est à l'endroit où, vous savez, il y a des courants qui se rencontrent ou des plaques tectoniques qui se croisent. C'est-à-dire qu'on a l'influence très forte du néolibéralisme anglo-saxon. Voilà. Et on a, en même temps, l'influence très forte, l'ancrage historique qu'on puise dans les mouvements ouvriers, mais aussi les mouvements sociodémocrates, qui font la culture associative ici. Et donc, on est à ce croisement-là, et ça devient tangible. C'est assez passionnant. Voilà, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Manon sur la manière dont peut-être aussi on peut percevoir ça sur d'autres composants d'évolution de la société. On évoquait l'évolution des politiques pénales, par exemple. Voilà, le travail de quelqu'un comme Vacan, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ça. J'arrête là sur cette première parenthèse, sur ce premier point du rapport d'étonnement. Je cherche mon deuxième point. Je l'ai mis là. Ça me reviendra peut-être. Je vais enchaîner avec quelque chose que j'avais prévu de d'évoquer avec vous. C'est donc la suite. C'est donc la suite. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'ai trouvé ça très stimulant. Les 8 ou 9 points que Mathieu a pu lister tout à l'heure. Et ça m'a évoqué quelque chose parce que j'ai pris le temps de rien préparer en fait pour l'intervention, donc je me raccroche un peu aux branches. Mais en tout cas, je me raccroche à une branche que j'ai essayé de consolider là, qui est un ouvrage récemment écrit là. J'ai pris le temps de l'écrire. Et c'est un ouvrage en fait sur l'histoire de l'action associative en France. En fait, tout est né du travail avec Julien sur l'Observatoire des libertés associatives. L'Observatoire des libertés associatives a réussi à prendre une photographie de la situation des libertés associatives à un instant T. Voilà, le premier rapport a été rendu en octobre 2021. Sauf que pour bien comprendre la situation, il faut le film. Voilà. Et le film, c'est donner des éléments d'intelligibilité du processus. Et très vite, en essayant de mettre au jour les explications, on s'aperçoit qu'il ne faut pas remonter chez nous à 1901. Il faut remonter un siècle plus tôt.
en fait, au lendemain de la Révolution française, et le mot a été prononcé par Luc Carton dans le film, à l'associationnisme. C'est-à-dire à la manière dont, jusqu'en 1848, et l'écrasement de cette révolution oubliée assez largement, il y a des mouvements d'émancipation individuelle et collective qui se forgent, voilà, et de cette forge vont sortir un certain nombre d'outils. La loi sur les syndicats en 1884 en France, la loi sur les mutuelles dans les mêmes années, la loi de 1901 évidemment, la loi sur les coopératives plus tard, etc. Voilà. En fait, le livre, pour la faire très courte, identifie... Alors, c'est un livre modeste dans le sens où ce n'est que la traduction de travaux universitaires précédents, hein, notamment les travaux de Jean-Louis Laville, que vous aviez reçus ici, et également ceux de Michel Riot-Sarcey, qui est une historienne spécialiste du 19e siècle, qui a fait un livre formidable que j'invite vraiment à lire, qui s'appelle « Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle ». Et voilà, où elle revient notamment sur le moment charnière de 1848. Donc c'est un peu la traduction de ce qu'on a cru comprendre de leur intervention quand notamment on les a invités sur les universités d'été précédentes. On a cru comprendre qu'il y avait 3 grandes périodes dans l'action associative en France, et il faut voir de quelle manière le parallèle tient aussi ici. C'est la période en gros avant 1848, qui est un peu la période qui était évoquée ce matin en parlant des associations qui sont en milieu politique hostile ou dans des pays dictatoriaux. Là, il n'y a rien, faut se débrouiller soi-même, et donc c'est avec les ressources que recèle le militantisme, j'allais dire, pur et dur. Voilà. Ensuite, alors je fais vraiment à la serpe, la deuxième période 1848 jusqu'à 1983 en France, qui est la période de la construction en gros de l'État social puis de l'État-providence, où là les associations sont adossées à la construction de l'État social, mais où l'écriture de l'histoire se fait de manière duale par le marché, à qui on délègue l'économie, et la production de richesses, et le social, et donc l'État, les collectivités publiques, à qui on délègue la répartition de cette richesse-là. Donc c'est le pari social-démocrate. Et donc en France, le milieu associatif se développe. C'est intéressant de regarder par exemple le nombre d'associations créées. Il y en a 1,5 million en France maintenant. Ça veut dire, il y a un chiffre assez stupéfiant, il y a 70 000 associations créées en France par an, il y a presque 200 associations créées par jour en France. Donc la vitalité de ces initiatives citoyennes non lucratives, elle se mesure comme ça. Et donc les associations se développent et effectivement se voient confier des pans entiers de l'action publique. Voilà, il y a plein d'exemples. Par exemple, le développement du secteur du handicap, c'est avec l'aiguillon associatif d'abord, et puis rattrapé, structuré par les politiques publiques. Là où ça devient intéressant, je trouve, c'est quand on s'interroge sur est-ce que c'était vraiment l'âge d'or du monde associatif ? En dehors du réflexe qu'il faut peut-être avoir en se disant, quand on entend âge d'or, il faut toujours s'interroger, il n'y a peut-être jamais d'âge d'or. Mais voilà. En tout cas, les associations, à ce moment-là, le paradoxe, c'est qu'elles ont de plus en plus les moyens de se développer, mais sont de moins en moins autonomes. Parce que de plus en plus adossées à des politiques publiques, en fait. Voilà. Et donc, ça nous amène en France jusqu'à 1943, et le virage pris par François Mitterrand de finalement tourner le dos à son projet pour lequel il a été élu en 1981 et de rejoindre l'intégration européenne et le néolibéralisme qui va avec. Je fais extrêmement caricatural. Faudra lire le livre. J'essaie de l'être un peu moins. À partir de 1983, on identifie l'âge dans lequel on est, qui est le fait associatif à l'épreuve du néolibéralisme, ou plutôt des néolibéralismes. C'est-à-dire qu'on identifie au moins 3 néolibéralismes différents. Celui de nos parents, c'est-à-dire celui dans le terrain académique d'Hayek, Friedman, Reagan, Thatcher sur le terrain politique, etc. Où en gros, finalement, les associations sont très peu dans le radar. Ce qui compte, c'est de réduire le périmètre de l'action publique. Donc les associations sont dans ce prolongement-là. Mais ce qui compte, c'est surtout réduire le périmètre de l'État, en fait. Voilà. À un point extrême comme au Chili, voilà, pour Friedman et Hayek, où ils ont été. Mais à cette époque-là, il y a encore des secteurs sanctuarisés sur lesquels on est d'accord pour se dire que c'est pas moral, pour se dire que c'est pas éthique de se faire de l'argent. Ce consensus va voler en éclats donc, au moment de la troisième voie de Tony Blair et d'autres leaders comme ça, comme par exemple Macron en France.
bien que le macronisme ait commencé avant Macron, hein, et donc c'est sur ce moment-là où il y a une marchandisation croissante de secteurs où les associations étaient les acteurs légitimes et elles vont être de moins en moins légitimes sur ce secteur-là. C'est l'arrivée des entrepreneurs sociaux et c'est l'arrivée du social business, autrement dit de l'idée qu'il n'y a pas simplement une main invisible du marché, il y a aussi le cœur invisible du marché et qu'on peut faire du profit et qu'on peut faire le bien. C'est extrêmement bien illustré, je trouve, par le propos du livre de Jean-Marc Borrello, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, ouais, qui est le directeur du groupe SOS, un des principaux groupes de l'économie sociale et solidaire en Europe, et le principal en France avec 21 000 salariés, un des cofondateurs de La République En Marche, et qui a écrit un livre génial qui s'appelle Le capitalisme d'intérêt général. Voilà, c'est cette idée-là. Et donc, le moment où on est, et ce pourquoi on a créé cet observatoire des libertés associatives, c'est le moment où on se rend bien compte qu'une adhésion massive de la population à ce projet est illusoire. L'insoutenabilité du modèle écologique et l'explosion des inégalités sociales rendent ça complètement... Enfin, on y croit, les dirigeants n'y croient plus, et donc c'est à ce moment-là qu'apparaît la tentation autoritaire. Donc voilà, c'est à grands traits. Et donc, en gros, pour ne pas en rester à cette tonalité très très sombre, qui est l'analyse qu'on fait de l'évolution du monde associatif, nous, en France, et donc il faut voir dans quelle manière est-ce que le parallèle tient aussi avec vous, mais malheureusement je pense qu'il tient beaucoup. Eh ben, dans ce bouquin, la conclusion est en fait une série de perspectives pour sortir de cette ornière-là. Voilà. Avant la conclusion, on parle du cas belge. Voilà. J'ai 9 pistes plus une que je voudrais vous soumettre, et je ne sais pas si on aura le temps d'échanger sur ça, mais ça serait plutôt pas mal. Alors évidemment, je ne les retrouve pas. Bon, je vais les faire de mémoire, c'est pas grave. Alors, des fois, c'est très basique. La première piste, c'est si tu trouves un truc qui s'appelle, perspective, c'est ça. Et l'exergue de cette partie, c'est ce n'est qu'un début, continuons le combat, entre parenthèses, slogan intemporel. Voilà. Donc, première piste hyper basique, mais elle a été rappelée, peut-être par toi d'ailleurs, je ne sais plus, c'est de s'associer. Ou par Mathieu. C'est s'associer. L'union fait la force, s'associer. Et aussi parvenir à casser les silos, c'est ce à quoi sert sûrement le collectif 21 et ce à quoi il servira encore plus demain. Si vous arrivez à perdurer, vous consolider, etc., je pense qu'il y a un avenir là. Voilà. C'est extrêmement important. La deuxième perspective, c'est d'écrire son histoire. Donc ça aussi, ça a été dit. Et on peut entendre écrire son histoire de 3 manières. D'abord, écrire son histoire est extrêmement important pour retrouver cet ADN mobilisateur, combatif, pugnace, offensif du monde associatif, c'est-à-dire de l'associationnisme d'avant 1848. Et c'est d'autant plus important que, alors ça, Jean-Louis Laville, par exemple, l'explique très bien, il y a une double occultation de cette histoire-là. Je parlais de 1848 comme d'une révolution oubliée, mais ce qui s'est passé et la manière dont les associations ont servi de ferment à cette association de 1848 a été très très largement oubliée aussi, alors pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a une occultation au néolibéralisme, vae victis, malheur aux vaincus, l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc on oublie cette histoire, et dans le livre, j'essaye d'expliquer comment des gens comme Thiers, des gens comme Tocqueville ont contribué à cette occultation, mais aussi, et ça c'est beaucoup plus contre-intuitif de la part d'un mouvement qui se veut l'émancipation des prolétaires, une occultation d'un certain courant marxiste, et notamment d'Engels, pour qui le matérialisme scientifique était la seule voie possible pour finalement la prise du pouvoir d'État. Et donc, ce qu'il a appelé le socialisme utopique était considéré comme une espèce de balbutiement infantile du mouvement d'émancipation. Voilà. Donc, écrire son histoire, ça veut dire retrouver en fait la force et la vigueur qu'on a cherché à nous transmettre. Voilà. La deuxième raison pour laquelle il faut écrire son histoire, c'est parce qu'il faut écrire son histoire. Il faut prendre la plume pour montrer comment est-ce que nos récits individuels ou nos récits à l'échelle de nos associations font partie d'un récit politique. Voilà, on parlait
historiens qui parfois auxquels on a recours pour écrire son histoire, etc. C'est extrêmement important, je trouve, d'écrire cette histoire-là et de la transmettre, voilà, y compris pour donner corps à une notion comme la compostabilité, c'est-à-dire que il n'y a pas que les organismes vivants qui ont des cycles de vie et de mort, il y a aussi les organismes collectifs, il y a aussi les associations, sauf qu'en fait, à partir de la manière dont on envisage les cycles de fin de vie, on peut aussi donner plus facilement naissance à d'autres émergences. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, écrire son histoire, c'est tout simplement défataliser l'histoire qui nous est promise. Et là, il y a un très bon article de Christine Chaugnot dans ce livre sur l'importance de, justement, ce que vous avez fait dans le film, et d'écrire les scénarios. C'est-à-dire, écrire les scénarios, c'est déjà faire du collectif pour se permettre de prendre la plume et d'écrire son histoire en actes. Voilà. Donc de mémoire, je vais essayer de me souvenir. La troisième piste, c'est commencer simple et par soi-même. C'est-à-dire que le chemin peut être long, de longue haleine, comme disait Julien. Et en même temps, le plus long des chemins commence par un premier pas, comme disait un célèbre proverbe africain de Confucius, je crois. Et donc, en fait, ça a été dit d'ailleurs ce matin. Si on veut porter cette aspiration à la démocratie, eh ben, la meilleure manière d'être efficace, c'est, je crois que c'est la phrase de Gandhi, il a une phrase qui dit l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Voilà. Donc, quid du fonctionnement de nos démocraties, de nos petites républiques. C'est Jaurès qui parlait de mettre la République dans l'atelier, dans nos ateliers, dans nos laboratoires, dans nos associations, dans nos mini-républiques. Comment est-ce qu'on fait démocratie? Voilà. Une réponse pour répondre à notamment une interpellation de ce matin, c'est en ne tournant pas sur nous-mêmes. J'étais pas d'accord avec ce que Céline a dit sur la gouvernance collective, qu'on se regarde le nombril, etc. Par contre, il faut faire attention effectivement à la tautologie qui serait une gouvernance collective qui n'aurait pour but que la gouvernance collective. La gouvernance collective n'a d'intérêt que si elle sert en fait à rendre de meilleure qualité le travail fourni en direction des publics, pour reprendre. Voilà. Donc voilà. Formidable. Ça va m'aider. Ok, super. Ouais, 5 minutes, 5 minutes, 5 pistes. La quatrième, elle est très simple. Elle est la capacité à concevoir les actions, la capacité des associations à concevoir leurs rapports dans le cadre plus large de l'action publique qui inclut les services publics. C'est-à-dire de bien voir comment est-ce que la lutte contre le démantèlement des services publics est la même chose que la lutte pour la promotion de l'action associative. Et que ce qu'on défend, c'est l'action publique contre l'extension continue du domaine du marché, et donc la place de l'action associative dans l'action publique. Voilà, je ne détaille pas trop. On pourra y revenir. Le 5e point, il a été mentionné par Julien. Et là, vous êtes un exemple inspirant, et notamment à travers tout l'exemple qui a été fait par le ministère de la Culture et de l'Éducation permanente sur les modalités de subventionnement des ASBL ici. C'est avoir une nouvelle structure de financement du monde associatif, et en gros, pour nous en France, sortir du bilatéralisme qui fait qu'on est dans des relations soit clientélistes, soit de fait du prince, complètement infantilisantes en fait avec les pouvoirs publics, quoi. Le 6e levier, c'est de maintenir l'essence du fait associatif, c'est-à-dire de la non-lucrativité. Voilà. Et donc ça, c'est le combat contre ce putain de CSA, quoi. Le combat, il est extrêmement important. Ah oui, j'ai retrouvé l'autre point d'étonnement que je voulais vous dire tout à l'heure. L'autre point d'étonnement, c'était en fait sur les parallèles France-Belgique. En fait, Julien l'a bien dit, et la question a été posée. Nous, sur la liberté associative, on est moins bien lotis que vous. En fait, on a parlé ce matin de coupe de subventions, sanctions, etc. Mais nous, en fait, c'est maintenant systémique, les entraves à la liberté associative. Donc, il faudra lire le rapport qu'on a fait avec Julien, etc. Il y a une graduation dans les entraves, etc. Mais c'est un système, quoi. C'est un système qui s'est mis en place et qui est de plus en plus fort. Vous n'en êtes pas là. Vous n'en êtes pas là. La logique du néolibéralisme voudrait que vous en arriviez là. Donc il y a une justification à créer un observatoire des libertés associatives. Mais voilà.
Le point, par contre, à contrario, c'est que vous subissez de plein fouet non plus la célébration du centenaire de la loi de 1901, mais la commémoration de son enterrement. Et que, alors, par contre, nous, alors je ne dis pas qu'on est sorti d'affaires, on est en plein, on se prend la marchandisation de plein fouet, quoi. Mais par contre, la circulaire Fillon, pour reprendre le fil de ce que je disais tout à l'heure, elle a été... donc notre recours auprès du Conseil d'État n'a pas marché, mais par contre, elle a été dézinguée. Bon, c'est un peu... quand on connaît maintenant l'évolution du personnage, c'est fou, quoi. Mais par la circulaire Valls. En fait, la circulaire Valls est venue remplacer la circulaire Fillon, mot pour mot. C'est antithétique. C'est le contraire. C'est génial. Quand on lit la circulaire Valls, c'est super. Il faut subventionner les associations. C'est la modalité normale des relations avec les collectivités, etc., etc. Bon, dans les faits, il y a ce texte-là, et puis il y a le fait que dans les chiffres, ben, c'est complètement l'inverse. Voilà. Il n'y a plus qu'1 euro sur 5 en France qui est de la subvention publique. Contre un tiers il y a encore quelques années. Et donc, il y a de plus en plus d'appels à projets, mise en concurrence, etc., de marchés publics, voilà. Mais on a le texte, voilà. Et puis on a aussi la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui légalise, qui définit légalement la subvention, etc. Voilà. 7e piste. Alors, ça commence comme ça. Si David ne choisit pas bien sa fronde, il n'a aucune chance de battre Goliath. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un film qui s'appelle Goliath, là, qui est en train de sortir sur tout ça. En fait, c'est la question de savoir, en fait, comment est-ce que on peut mettre le bon grain de sable au bon endroit dans la machine. On parlait de puissance, en fait, voilà. Et des fois, c'est un peu, voilà. L'exemple, il y a 2 exemples moi qui viennent assez vite en tête par rapport à ça. C'est par exemple l'exemple d'une structure comme Framasoft en France. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Et en fait, qui invente des logiciels libres qui sont en fait une alternative à l'utilisation de ce que produit les GAFAM. Et en fait, c'est comment est-ce que, en fait, ils donnent des outils du quotidien et comment est-ce qu'en fait, on fait le lien avec des enjeux géopolitiques. Voilà. Ce que font les monnaies locales, c'est exactement la même chose. Comment est-ce qu'on combat le capitalisme financiarisé au niveau le plus basique quand je vais chercher du pain, quoi. Voilà. Bon. Donc tout ça est extrêmement précieux. Et ça peut être lié aussi à un autre point qui est l'articulation des échelles. Comment est-ce qu'on articule notre combat local et notre combat macro? Par exemple, un exemple en France, c'est la création de l'État généraux des migrations qui a fédéré plein de micro-collectifs qui, dans des petits villages, accueillaient des personnes étrangères, immigrés, exilés, etc. Et comment est-ce que tout ça a créé en fait une force qui a été jusqu'à intervenir dans la construction, alors pas avec le succès qu'on escomptait évidemment, hein, mais dans la construction de la loi Collomb. Et puis comment est-ce qu'on va après au niveau européen, c'est de l'éducation populaire, quoi. Comment est-ce qu'on donne les outils pour comprendre les rouages politiques sur lesquels on peut intervenir. 8e piste, c'est la guerre des mots. Bon, ça, je pense que je prêche des convaincus, évidemment, mais la bataille idéologique passe par les combats sémantiques. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on combat le capitalisme qui est en nous, qui se propage très insidieusement en nous à travers les mots, voilà. Donc, on peut renvoyer à plein de choses, et notamment tout le travail que font les coopératives d'éducation populaire en France sur ce sujet. La 9e condition, c'est investir ce qui est très peu investi par le champ associatif. Mathieu disait que vous n'aviez pas traité la question de l'économie dans le bouquin, qu'il faudrait faire l'objet d'un autre livre. Oui, il faudrait que ça fasse l'objet d'un autre livre. Qu'est-ce que c'est que l'économie non marchande et comment est-ce que, sérieusement, c'est les voies et moyens pour ne pas être dans cet étau qui nous broie. Et oui, le droit. Oui, et donc l'économie et le droit. Le droit, c'est plus simplement, comme il y a quelques années, une instance centrale, l'État, qui produit du droit. Ça se complexifie beaucoup. Les multinationales produisent le droit énormément de plus en plus. Il faut qu'on arrive à investir le droit. En France, on a mais vous aussi, notre affaire à tous, c'est plein d'exemples hyper emblématiques. La loi sur le devoir de vigilance, etc., qui, en fait, par rapport au contentieux, qui
peuvent outiller le monde associatif avec cet outil qui est le contentieux stratégique et l'outil juridique. Et donc, nous, on est en train de réfléchir aussi dans le prolongement de l'Observatoire des libertés associatives à la manière dont le droit est fait par nos travaux, quand la Quadrature du Net travaille sur le droit du numérique, quand le JCI travaille sur le droit des personnes étrangères, quand l'UFISC travaille sur les droits culturels, etc. On produit du droit, il reste en fait à catalyser ça et à en faire un outil plus puissant, pas simplement d'autodéfense, mais de contre-attaque et puis d'offensive. Et la dernière condition qui est mentionnée dans le livre, c'est que l'autre condition qu'il faut qu'on arrive à réunir, c'est de trouver toutes les autres conditions nécessaires pour qu'on soit plus efficace. Voilà. Et donc, j'étais content parce qu'en fait, j'en ai noté quand même quelques-unes là aujourd'hui. D'abord, il y a le rapport au temps. Alors, voilà, tu en as parlé, Pierre. La revue Culture et Démocratie s'apprête à faire tout un numéro sur le sujet. Ça renvoie aux travaux d'Armut Rosa. Le néolibéralisme nous proie aussi avec cette dimension temporelle. Et donc, comment est-ce qu'on y résiste? C'est extrêmement important. L'usager comme sujet politique, je l'ai noté aussi parce que c'est vraiment, ça renvoie à tout le travail sur les droits culturels. Ça renvoie du coup aussi à toutes les questions qui sont qu'il faut continuer à investir de manière plus volontariste sur l'identification des rapports de domination, que ce soit de genre ou d'autres au sein du monde associatif, et comment est-ce qu'on les combat en interne et en externe. Les débouchés politiques, c'est-à-dire que c'est bien beau d'arriver à inventer un nouveau monde entre associations, il faut voir comment est-ce qu'en fait ça crée des choses qui sont ensuite traduites par des institutions et donc par le personnel politique, et donc ce dialogue. Et puis, pour finir peut-être sur ça, au niveau européen, donc c'est peut-être pour boucler la boucle, avec le travail qu'on a à faire ensemble, quoi. Le travail qu'on a à faire ensemble, c'est de s'auto-renforcer et de bien voir aussi comment est-ce que on articule les différents échelons entre nos dimensions nationales respectives et la dimension qui nous réunit, qui est la dimension européenne. Et tout ça sur la toile de fond, le mot conclusif, mais c'est vraiment en écho à ce que Julien a dit, parce que c'est extrêmement important, mais c'est en écho aussi à plusieurs propos entendus dans la journée, c'est la lutte contre la résignation politique et un système qui organise en fait l'apathie politique basée sur la peur pour prosaïquement j'allais dire pour qu'on la ferme, quoi. Voilà. Donc je la ferme. Merci, c'est un exercice difficile. Et j'ai vu qu'on prenait des notes, hein, donc on évaluera ça plus tard. Il nous reste un moment de conclusion de la journée, et la conclusion revient à Pierre, même s'il était déjà monté sur scène, hein, parce qu'on a essayé de distribuer les rôles dans une certaine mesure. Mais si on est là, c'est quand même à cause ou grâce, et chacun fait le choix dans sa tête, à Pierre quand même, à un moment donné, qui nous a mis des coups de pied au cul pour qu'on se saisisse des questions qu'on a travaillé ensemble et qu'on va manifestement continuer à travailler ensemble. Donc, Pierre, le mot de la fin. Et donc, dans le mot de la fin, tu auras remarqué qu'il n'y a pas de S. C'est une invitation à être court, puisque nous sommes déjà en retard, mais court mais bien. Avec le micro. C'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi ça me vient à moi en tête, cette histoire de lancer le collectif, quoi. Hein. Bon, évidemment, il y a des raisons personnelles, mais c'est clair que je la dois aussi, moi, à d'autres personnes. Hein. Et que c'est vrai que c'est un truc qui m'a assez fort énervé assez rapidement, c'est que je trouvais quand même que par rapport à... Et ça aussi, c'est dans l'histoire. Je trouvais qu'il y avait des gens qui ont donné leur vie à l'associatif. Et il y en a d'autres qui se sont suicidés. Clairement, parce qu'ils étaient bouffés par le travail, quoi. Donc à un moment, je me suis dit qu'il fallait pas des monuments, mais il fallait pas non plus que ça s'efface, quoi. Il fallait pas non plus qu'il n'y ait pas de traces. Hein. Donc là, franchement, je suis venu aujourd'hui
Et j'avais en tête, allez, je vais le nommer, j'avais en tête Charles Burkel, voilà, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui je trouve, qui est un de ceux qui m'a permis de penser ça. Donc, je pense que si, voilà, moi, je sais pas, j'ai été, je sais pas, enfin, j'ai d'autres pistes, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Je voudrais plus vous dire, dans le fond, alors oui, comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit un peu différent des autres colloques? Parce que vous êtes tous des colloqueux. Hein. Les colloques, vous allez beaucoup, vous savez comment ça se passe, etc. Bon. Donc, puisqu'on demandait du concret, allons-y pour le concret. D'abord, vous avez entendu qu'il y a des questions qui sont des questions pas faciles. Donc, ça veut dire que pour les travailler, il faut effectivement se mettre à plusieurs ou à quelques-uns. Pas nécessairement y donner beaucoup de temps, mais je veux dire, tiens, mais toi, tu as un juriste dans ta boîte, toi, tu as un sociologue, toi, tu as un ceci. On se met ensemble, on bosse le temps qu'il faut, on travaille ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand même, il est quand même clairement apparu aujourd'hui que nous n'avons, même si nous sommes là, et même s'il y a une espèce de consensus, il y a quand même des divergences et des oppositions et des trucs sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Dans le film, vous avez vu que moi j'ai tenu à ce qu'il y ait des représentants de Crédal, de Francité, de Financité, parce qu'ils avaient d'autres pistes. Ils ont une toute autre vision que nous, et nous avons encore des rencontres à faire avec eux. Donc je pense qu'il y a aussi du temps à dire sur quoi nous sommes d'accord et sur quoi nous ne sommes pas d'accord, et donc mettre au travail cette conflictualité. J'ai pendant 1 an été harangué, cherché du côté de la Flandre des gens qui étaient intéressés. J'ai trouvé que porte close, et tout à fait à la fin, je suis tombé sur Van de Verenigen, qui était enchanté de nous rencontrer et qui est venu à notre journée et qui fait un article, qui écrit un article dans le bouquin. Et alors encore tout à fait au mois de décembre, j'apprends que l'université de Gand organisait une journée sur la loi de 1921 en Flandre. Voilà, 3 universités qui se sont mis ensemble sur. Donc je me suis dit, ok, là, ce qu'on a déjà appris de Van de Verenigen, c'est qu'effectivement, l'associatif en Flandre, il nous met devant quelque chose qui est que, même si c'est la Belgique, cet associatif a une toute autre histoire, que la configuration, rien à voir, et qu'aujourd'hui, vous avez des associations en Flandre qui ont des gabarits de 3 à 4 000 employés. Donc on est dans c'est une espèce de double étrangeté, parce que à la fois c'est le même pays, et puis en même temps c'est tout à fait autre chose. Donc là, il va aussi y avoir des rencontres. On est occupé à essayer de chercher des pistes pour sous-titrer le film, pour le faire tourner. Donc voilà, donc il y a du travail à faire, et il y a aussi, on a fait une journée internationale, il y a des échos aussi du côté international. Donc on a des échos du côté du Québec, mais aussi du côté de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que le Congo, la loi au Congo, c'est la même loi qu'ici. Bon. Et qui compte beaucoup, certains comptent beaucoup sur ce milieu associatif, quoi. Mais qui n'est pas du tout évident. Mais il faut savoir qu'une des raisons qui m'ont poussé, c'est que je suis tombé, il y a plus de 10 ans, sur une étude financée par une université américaine, commanditée par les Nations Unies, sur l'état associatif dans le monde. Et là, ça a été, je me suis dit, mais ah bon, ok, les Nations Unies s'occupent de l'associatif, ils financent une université pour faire de la recherche. Et donc, je me suis dit, ok, donc là, clairement, l'associatif était un enjeu dont je n'ai pas encore toutes les explications. Mais je me suis dit, ok, donc ça bosse, il y a des choses qui sont occupées à se faire, et je suis étonné que je n'en entends pas parler. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais, comme vous êtes venus, prenez votre temps, mais faites-le. Prenez votre temps de poursuivre les choses. Nous, le collectif, on a décidé qu'on allait prendre le temps d'abord d'entendre les réactions au film. Moi, j'ai déjà entendu des réactions au film, aussi des réactions négatives, critiques. Je disais, ouais,
la fin n'est pas bien, ça termine en nœud de boudin. Bon, voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais voilà, il y en a d'autres qui avaient d'autres choses à dire. Donc moi, je pense qu'il faut, contrairement à d'autres colloques, moi j'en ai un peu marre, j'ai bouffé aussi du colloque comme ça, bam, bam, bam. Je trouve je trouve que c'est dommage qu'on ne se laisse pas savourer les choses. Savourer les livres, savourer les échos, prendre le temps de digérer, de discuter, et puis de se revoir et de voir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, bonne fin de journée. La dernière dia. C'est une manière de dire merci à ceux qu'on devait dire merci et qu'on aurait éventuellement oublié. Ben, normalement, on a dit merci à tout le monde. Et puis, dans la suite de ce que dit Pierre, c'est à vous de jouer aussi. Le collectif, il reste disponible. Le film, il peut vivre, il peut voyager. Les bouquins aussi. Et puis, les gens qui se sont rencontrés aujourd'hui, il ne leur reste qu'à se rencontrer encore demain et après-demain et le jour d'après. Et bonne soirée.